Hello. Bon, bah, bienvenue à toutes et à tous sur ce live complètement improvisé, fait à l'arrache. Je n'ai rien du tout de prêt, j'ai rien préparé. Donc, on va se mettre là tranquillement, chill, dans le canapé. Peut-être vous en train de bosser. Alors, moi, si je fais un live. Si je fais un live à cette heure-là, c'est parce que je suis en congé. Ouais, Manon, exactement. C'est un peu comme un Good Morning Vietnam. Exactement. Donc voilà, donc live totalement improvisé, complètement à l'arrache. Bah déjà, en tout cas, je pensais pas voir autant de monde que ça à cette heure-ci. Donc c'est plutôt cool. Bienvenue. Donc salut Fred, donc alias Happy to Dev. Salut Ali Papo. Ali Papo, bienvenue puisque c'est la première fois que je te vois dans le chat. Et donc tu disais que tu étais au DevFest Toulouse. J'espère que tu as apprécié, que tu as bien apprécié la keynote. En tout cas, c'est ce que tu as l'air de marquer dans le chat. Donc, salut Manon, salut Anvu, salut Conduino, hola, comment está Hong Konga? Ali Papa, c'est Aline, d'accord. Franchement, j'avais pas du tout raccroché. Le Ali et le Papo. Aline Papono. Alors, bon, tu m'en veux pas, j'espère. Mais c'est toujours difficile des fois de percuter, savoir qui il y a derrière les pseudos. Mais en tout cas, c'est plutôt à moi de te remercier, Aline, parce que je trouve que en tant que speaker et keynoteur, là pour le coup, avec Romain, on a été vraiment super bien accueillis. On a passé un excellent DevFest Toulouse. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière au DevFest Toulouse, c'était vraiment un super événement. Un événement qui n'avait pas eu lieu depuis quelques années parce que cause Covid, parce que annulations diverses et variées. Et donc là, c'était la première édition qui reprenait depuis, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment un super événement, assez dense parce qu'il tient sur une seule journée. Mais franchement, super top. Et donc, Romain Berton et moi-même avons eu la chance de pouvoir faire notre keynote sur l'AGC, l'ordinateur des missions Apollo, dont je parle assez régulièrement, puisque c'est le talk qu'on a tous les deux là depuis quelques temps et qu'on fait tourner, en plus là, que je fais tourner en plus de mes talks perso. Et on a eu une très belle salle, bien remplie, avec un public extrêmement réceptif, des feedbacks qui font plaisir, vraiment. Donc je suis, moi en tout cas personnellement, ravi d'avoir pu donner cette keynote là-bas. Et je suis ravi d'avoir vu les talks que j'ai pu voir. Enfin franchement, c'était vraiment un événement super. Et ça a commencé dès le mercredi soir au côté speaker, puisqu'on a été accueillis, on a mangé comme des petits gorets. On a mangé comme des petits gorets dans un resto vraiment gargantuesque. Voilà, franchement, on n'en pouvait plus. Moi, je suis reparti, j'étais comme ça, rempli jusque-là. Donc, c'était vraiment super. On a passé un excellent moment. Et puis, après, on a fini entre amis le jeudi soir en apothéose chez un pote à plusieurs. Donc, ça, c'était vraiment super cool. Ouais. Donc, bah voilà. Ah bah, tu dis, Aline, donc jusqu'au mec orgie qui avait des étoiles dans les yeux. Ah bah écoute, ça fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir d'avoir pu parler de ce sujet et de voir les gens aussi réceptifs. Alors effectivement, y a des petits points qui reviennent régulièrement. Parfois, des gens trouvent le sujet un peu technique, mais c'est normal. Hein. C'est quand même un sujet assez technique si on creuse un petit peu. Mais l'idée de ce talk, c'est quand même de donner un vernis et surtout une articulation de pourquoi on en est arrivé à faire ce programme Apollo. Donc effectivement, on débute par tout l'aspect géopolitique, ensuite pourquoi il faut un AGC, comment il est conçu, à quoi il sert, comment il fonctionne, jusqu'à arriver à la phase, c'est quoi l'héritage du programme Apollo. Et donc pour nous, on est assez content de cette articulation. Qui nous semble bien fonctionner et qui apporte un joli vernis, je pense, à tout le monde sur les enjeux de l'époque, ce que ça a apporté, comment c'était conçu, et ça permet de remettre un petit peu les choses en perspective par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, notamment nous en termes de tech.
où on est habitué à avoir des machines de fou avec des gigaoctets de mémoire vive, des téraoctets de disques durs, des CPU qui dépotent en veux-tu en voilà. Donc ça permet quand même de remettre les choses en perspective. Ouais, donc Fred, effectivement, il marche plutôt pas mal ce nouveau micro. Donc comme je l'ai posté sur Twitter, Blue Sky et puis aussi LinkedIn tout à l'heure, donc j'ai acheté ce nouveau micro hier. Qui est un micro qui est fabriqué par Turtle Beach et plus précisément la sous-marque NIT qui a été rachetée par Turtle Beach il y a quelques années. Donc Turtle Beach, si vous ne connaissez pas, c'est un fabricant historique de matériel audio, notamment très connu dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 parce qu'il fabriquait des cartes son pour professionnels, extrêmement prisées des professionnels parce qu'elles avaient elles étaient multipistes, elles avaient un DAC avec un bruit, un rapport signal-bruit excellent. Enfin bref, c'était une boîte extrêmement connue donc pour ces cartes son à l'époque, ces cartes son qui faisaient un peu rêver. Et donc là, j'ai acheté hier, je suis allé faire un petit tour et puis j'ai vu que chez Boulanger, ils vendaient ce micro et j'en avais déjà entendu parler. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il vaut? J'ai regardé les tests et tout. Et tous les tests que j'ai pu voir étaient unanimes. Et je me suis dit, bon, bah, je vais remplacer mon ancien Tonor Q9 par ce micro. Et les tests que j'en ai faits sont vraiment très bons. Franchement, il a un bruit de fond qui est extrêmement faible. Les graves, comparés à d'autres micros, et notamment mon ancien Tonor, sont plutôt bien représentés. Les graves, souvent, sont relativement absents de la plupart des micros. Et là, ils sont plutôt bien représentés par défaut. Et c'est un micro qui est plutôt équilibré sur toutes les bandes de fréquences. Et donc, pour répondre à la question de Hanvu, donc Hanvu qui dit je ne connais rien en micro, il est adapté pour la musique, le piano de l'extrême grave à l'extrême aigu. Et ben en fait dans les tests que j'ai pu voir sur différents sites, c'est un micro qui est plutôt assez généraliste, donc qui va très très bien marcher. Il y a des gens qui ont fait des tests avec prise de son pour de la guitare, pour du piano, pour des instruments assez classiques, plutôt des instruments à cordes. Et pour le coup, ça n'a pas été testé pour de la batterie parce que c'est pas du tout des micros adaptés pour la batterie ou éventuellement les instruments avant, ou sinon il faut faire vraiment la captation de loin. Mais pour des instruments à cordes frappées ou à cordes pincées et ou pour la prise de la voix, apparemment il marche franchement il marche très bien pour les instruments. Et là des tests que j'ai fait ce matin pour essayer de voir un peu jusqu'où il allait, c'est plutôt pas mal. Donc je sais pas ce que ça donne pour vous en termes de son, bon, sachant que ça passe par OBS, la compression, le stream, tout ça, etc. Mais en tout cas, des tests que j'ai fait. Oh, bonjour Squad Racer, l'équipe de Squad Racer. Merci de nous apporter un raid de 9 personnes. Bah, bienvenue à toutes et à tous alors. Ça fait plaisir. Salut. Donc Squad Racer sur lequel de temps en temps je passe une petite tête quand j'ai le temps. Donc qui stream très souvent donc en début d'après-midi et ils font du code, ils font des trucs de ouf. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe par chez eux. Donc bienvenue à toutes et à tous celles qui arrivaient sur mon live. Donc en général, moi pour celles et ceux qui me connaissent pas, je stream plutôt le lundi midi. Là lundi je ne pouvais pas parce que je donnais un cours en école d'ingénieur parce que c'est une activité que je fais à part et là j'ai décidé cet après-midi de faire un stream totalement à l'arrache. Donc j'ai rien préparé, on se pose comme ça en mode tranquille et je parle habituellement de veille techno, je fais un petit peu de live code, je montre des trucs et astuces, voilà, on fait pas mal de choses. Ah, Émile, oh Émile, oh là 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 là, Émile il est chez moi, oh là là, mais alors installe-toi mon grand, ah là là, Émile, ah là là, ça me fait tellement plaisir de te voir. Ici, oh là là, bah écoute, installe-toi. Ah, alors là, franchement, ça fait plaisir. Donc, Émile, pour ceux qui ne connaissent pas Émile, faut aller le voir aussi. Il fait partie de la famille des fous furieux. Hier soir, il a fait un stream
un stream assez exceptionnel. J'ai pas vu encore la fin du replay parce que j'ai vu que la moitié du stream hier soir, mais sur des parties assez intéressantes, le processus de boot des machines, on rentre dans l'assembleur, on parle de choses un peu folles qui se passent entre le bootloader et le chargement du noyau BSD, enfin c'est des trucs, je vous dis que ça, c'est magnifique. Et ce qui rejoint tout à fait d'ailleurs le sujet que j'abordais avec mes élèves lundi, parce que j'en ai déjà parlé sur Twitter il y a quelques semaines. Je repréparais mes cours et j'avais montré comment on compile un noyau Linux déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire et c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on fait assez classiquement. Donc moi j'ai des élèves en M2, donc 5e année, et donc l'idée du cours de lundi c'était donc de leur présenter le noyau Linux, par qui il a été créé, comme il a été conçu, son architecture interne, les différents sous-systèmes, le sous-système de gestion mémoire, de processus, les entrées-sorties, les pilotes de périphériques, le VFS, etc. Ensuite de compiler ce noyau et pour pouvoir tester ce noyau, de créer une machine virtuelle. Mais alors attention, une machine virtuelle qu'on va lancer avec QEMU, mais pas une machine virtuelle dans laquelle on met juste une ISO et on fait install mon OS. C'est en créant une machine virtuelle créée avec des bootstraps, c'est-à-dire on a débootstrappé notre propre Debian. Donc c'est-à-dire on a créé un disque, un pseudo-disque virtuel avec DD. Hop, on se fait une petite image avec DD de 4 Go. Ensuite on crée un file system ext4 dessus. Une fois que ce file system a été créé, on le monte dans un répertoire. Ensuite on fait des bootstraps dedans. Ensuite, on bascule, une fois que le débootstrap est fait, on bascule par chroot dedans. Enfin, on monte un certain nombre de systèmes de fichiers, /proc, /sys, /dev, /devpts, enfin les trucs habituels dont on a besoin. On rentre dans cette image avec chroot. On fait quelques post-configuration, installation, des choses dont on a besoin. On modifie le /etcfstab, le nom de la machine, etc., etc. On fait ce qu'on a à faire. Ensuite, on sort de ça. On désactive tous les file systems qu'on a montés et ensuite on n'a plus qu'à booter tranquillement avec QEMU en lui passant la fameuse option -kernel dont Émile parle déjà dans ses streams déjà depuis un petit moment. Et donc si tout se passe bien, normalement la machine virtuelle boot sur un noyau qu'on a nous-mêmes compilé et sur une image d'un Linux qu'on a nous-mêmes bootstrappé, donc avec les outils Debian évidemment, mais qu'on a fait avec nos petites mimines boudinées. Voilà, donc c'est plutôt cool. Alors on va pas se mentir, pour la plupart des élèves, ils transpirent un petit peu, parce que je vais pas faire mon vieux schnock ou mon vieux con, etc. Mais c'est que je trouve que dans la plupart des écoles d'ingénieurs, qui sont souvent des écoles d'ingénieurs assez généralistes, ils voient beaucoup de choses, les élèves, pendant leurs 5 ans. Mais ils voient beaucoup de choses en surface. Et tous ces aspects-là, je vois qu'ils galèrent pas mal avec la ligne de commande, avec certains concepts. Certains, effectivement, pendant leurs études, n'avaient jamais regardé ce qu'il y avait dans le noyau Linux. Ils savent juste que c'est juste un kernel, et encore, tout juste. Donc il y a quand même pas mal de rappels à faire. Et puis, effectivement, sur la pratique de la ligne de commande, sur les commandes qui me semblent assez élémentaires, mount, dd, etc., je vois que il faut un peu travailler là-dessus. Par exemple, DD, ils ne connaissent pas. Donc, pour la plupart, franchement, sur 20 élèves, j'en ai 19 qui ne connaissaient pas. Mais bon, c'est comme ça. Mais au moins, ça permet de leur expliquer qu'il n'y a rien de magique et comment ça fonctionne en vrai, qu'on peut le faire soi-même. Se créer sa propre distribution. Je leur ai évidemment parlé de Linux from scratch, si on veut vraiment faire soi-même sa propre distribution. Mais ça, c'est bien au-delà du cadre du cours, puisque évidemment, là, ça demande beaucoup plus de temps. Et donc, on a terminé la journée de lundi. Une fois qu'on avait notre petit noyau compilé, etc., je leur ai montré comment on crée un appel système, un nouvel appel système, un appel système ultra puissant qui fait juste Hello World dans la console. Donc je leur ai montré la procédure alors pourquoi on pourrait créer un appel système, à quoi ça pourrait servir, et de comment le créer. Donc on l'a codé en live, ce petit appel système, en modifiant les fichiers du noyau, en recompilant le noyau, avec un petit programme en espace utilisateur qu'on lance sur notre machine qui évidemment appelle notre appel système, ça renvoie une erreur, et lorsqu'on lance la machine virtuelle avec notre noyau compilé avec cet appel système qu'on a créé pour l'occasion, paf, ça nous imprime Hello World dans la console. Donc c'est super puissant. C'est juste pour illustrer la chose, mais voilà. Donc c'est plutôt sympa.
Donc Anne-Vue, tu dis, ça dépend des écoles. J'ai eu la chance d'avoir des cours commande Unix. On avait fait un module kernel pour passer IP sur pas parler. Ouais, bah après, ça dépend des écoles, ça dépend des spécialités. Mais de façon générale, ce que je constate, c'est que la plupart des écoles sont quand même assez généralistes. Et ce qui m'attriste un petit peu, c'est que beaucoup d'élèves, en fait, font ce genre d'école, parce que j'en ai discuté avec eux lundi, évidemment. Et ça a été ce qui est ressorti le plus souvent. Ils font pas ce genre d'école par passion, pour beaucoup. Ils le font parce que c'est un métier qui est assez sécurisant. On est quasiment sûr d'avoir un métier en sortant qui rémunère plutôt bien. Mais pour la plupart, ils n'ont pas forcément envie de faire de la tech. C'est-à-dire, je leur pose la question, c'est si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez choisir le métier de vos rêves, qu'est-ce que vous feriez? Et en fait, sur 20 élèves, j'en ai que peut-être 3 qui m'ont répondu qu'ils voudraient bosser dans la tech. Voilà. Donc c'est comme ça, hein, il faut composer avec. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, mais ça veut dire que beaucoup font ce genre de choses. Ils ne sont pas spécialement passionnés par tout ça. Donc moi en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une spécialité informatique embarquée. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de bas niveau. Et donc les prochaines fois, j'ai encore 3 sessions de 8 heures de cours que je vais donner. On va aborder la programmation système avec la gestion des signaux, la programmation réseau. On va faire socket client, socket serveur. On va faire de la sécurité réseau en travaillant avec le firewall, IP tables et tout ça. Et puis on va finir sur un petit exercice le dernier après-midi, un petit exercice assez sympa pour les challenger. On va faire un petit peu de hacking, on va dire. Voilà un petit peu l'actualité. Et donc, je vous ai parlé donc de DevFest Toulouse, je vous ai parlé donc un petit peu des cours que je donnais. Et comme je disais, là, moi je suis en congé puisque je suis entre 2 boîtes. Comme je vous avais dit il y a quelques temps, donc j'ai démissionné. Mon préavis s'est terminé hier. Mazel tov. Et donc me voici entre 2 boîtes puisque je commence dans ma nouvelle boîte mardi de la semaine prochaine. Voilà. Et donc, tu fais bien d'en parler, Mr. Fred, Happy to Dev, un petit mot sur FreeBSD. On va parler un petit peu de l'actu là très rapidement comme on fait d'habitude. Et puis comme ça, ça permettra d'enchaîner. Alors, dans l'actu, alors, je vais déjà basculer sur l'écran, ça va être mieux. Où est-ce que c'est là. Voilà, hop, on va faire un petit zoom des familles. Le noyau Linux 6.7 RC2, puisque je n'en ai pas parlé lundi, mais il faut bien que je vous en parle aujourd'hui. Donc le 6.7 RC2 qui est sorti dimanche, comme à son habitude, comme chaque dimanche on a une nouvelle release candidate. Le petit père Linus Torvald s'attendait à une RC2 un peu plus légère que la RC1. Donc, mais la RC1, il s'attendait effectivement à ce que ce soit quelque chose d'assez volumineux. Il s'attendait d'avoir une RC2 un peu plus légère et au final elle est un peu plus grosse que d'habitude et un peu plus grosse que ce à quoi il s'attendait. Et en regardant dans les mailing lists, effectivement il y a eu beaucoup de patchs de dernière minute qui sont arrivés. Il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées comme ça un petit peu au dernier moment. Mais bon, rien d'inquiétant, rien de bien méchant. Il le met d'ailleurs sur sa dernière ligne. Hein. Il dit que rien qui me semble complètement délirant ou qui soit effrayant. Mais bon, c'est juste que là, on est sur une version qui est un peu plus grosse que ce à quoi on s'attendait et un peu plus grosse que d'habitude pour une RC2, là pour le coup. De toute façon, je vous avais prévenu lorsqu'on a parlé de la 6.7 il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, c'est que la 6.7, ça va être une assez grosse version. Il y a beaucoup de choses qui sont débranchées. Hein. On parlait de la partie Itanium qui est débranchée. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc voilà, ça va être une version du noyau qui va être un petit peu grosse. Et je pense que la fenêtre d'intégration, elle va être un petit peu plus ardue qu'à l'habitude. Voilà. Et donc dans les parties des sorties des trucs qui font zizir, c'est FreeBSD. Alors ça, spécial dédicace pour notre ami Emile. Hein, Emile, dis-le que t'es content. Je suis sûr qu'il est déjà mis à jour tous ses serveurs. Non? Donc la version donc 14 de FreeBSD qui vient de sortir.
Donc, moi, je suis pas spécialement bien placé pour en parler, puisque j'utilise FreeBSD de façon assez anecdotique, mais il m'arrive de l'utiliser. Donc, il y a pas mal de choses qui sont disponibles dedans. J'en avais parlé sur Twitter. J'en avais parlé sur Twitter. C'était pas cette page que je voulais afficher. Tiens, on peut mettre ça sur Twitter. Zoom. Alors, qu'est-ce que je disais là-dessus? Je sais qu'il y a le support jusqu'à 1024 cœurs complètement là sur 1024 cœurs qui sont supportés. Il y a la partie, le pass-through GPU qui est mis en place et le pass-through TPM. Voilà, ça c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est virtualisation. Voilà, c'était ma petite annonce de ce matin. OpenZFS 2.2. Ah bah oui, évidemment, OpenZFS 2.2, donc le support de 1024 cœurs sur de l'AMD 64 et ARM 64. Et donc, comme le dit Emile aussi, il y a FreeBSD qui sait maintenant démarrer avec Firecracker, l'hyperviseur d'AWS. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ça peut ouvrir des perspectives intéressantes lorsqu'on a des besoins particuliers que Linux ne couvre pas, ou pour lesquels on ne veut pas utiliser Linux, on va pas se mentir. Hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait là tout à l'heure, peut-être je vais le retrouver. Ah oui, tout à l'heure, Nerolen qui me dit mais bonjour, mais qui utilise FreeBSD et dans quel cadre? Ça me rappelle l'époque où je testais plein de distribs sur DistroWatch. Bon, alors DistroWatch, il me semble qu'il n'y a que du Linux dessus, mais bon, peu importe. En fait, je lui ai répondu, il y a essentiellement des petites boîtes qui utilisent FreeBSD, par exemple Netflix. Je rappelle qu'ils ont fait un super talk l'année dernière. Je mettrai ça d'ailleurs dans les liens du replay. Ils ont fait un super talk dans lequel ils expliquent comment leur tête d'émission chez Netflix est capable de servir jusqu'à 800 gigabits par seconde avec très très peu de matériel et juste donc un gros serveur qui tourne sous FreeBSD. Et donc c'est quand même assez impressionnant. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas juste, ils ont pas juste pris un PC ou un serveur qu'ils ont raqué dans lequel ils ont branché le réseau et hop c'est comme ça. C'est du hardware qui a été spécialement choisi pour. Ils utilisent des cartes réseau qui sont spécifiques pour lesquelles ils ont fait des optimisations de malades mentaux au niveau des pilotes de ces cartes réseau. La couche applicative a été très 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 fortement optimisée, mais c'est un des cadres d'utilisation effectivement de FreeBSD qui est super intéressant. Et qui montre que pour des usages justement du bas niveau et notamment du réseau, c'est là où ça va tirer son épingle du jeu, parce que ça permet d'avoir un OS qui est déjà ultra mature, ultra robuste, qui dépote au niveau réseau. Après, on pourrait toujours se dire ah oui mais Linux ceci ou NetBSD cela ou OpenBSD patati patata, mais on va pas se mentir, hein, la FreeBSD est quand même une alternative extrêmement intéressante sur certains usages, et c'est pas pour rien d'ailleurs que certains firmware d'équipement réseau tournent sous FreeBSD. Voilà, il y en a quelques-uns. Donc c'est un OS qui, je pense, est largement sous-coté. Voilà, je pense que c'est pas Emile qui me dira le contraire. Et comme dit Emile, des petites boîtes comme effectivement Netflix, NetApp, Cisco, voilà, donc il y en a d'autres, hein, il y en a pas mal d'autres. On ne pourrait pas toutes les citer tellement il y en a. Dans l'immense majorité des gens, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais tout tourne sous Linux, dans des VM ou sur mon cluster Kubernetes, etc. Oui, à un moment donné, quand tu as besoin d'avoir du vrai matos qui dépote avec des vrais OS qui sont robustes, pérennes, etc., tu commences à faire des choix un peu stratégiques. Et FreeBSD est un choix complètement stratégique. Salut FX et salut Erwan. Bienvenue. Je pensais pas avoir autant de monde, autant de beau monde cet après-midi, surtout pour un stream fait complètement à l'arrache. Donc on parlait à l'instant donc de FreeBSD et la sortie de FreeBSD 14. Et donc ça fait zizir. Voilà. Vous bossez, oui, il faut bien qu'il y en ait qui bossent pendant qu'il y en ait qui se reposent, qui streament. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis en congé entre deux tafs. Donc, alors, est-ce que j'ai négocié mon mercredi après-midi dans mon prochain taf? Alors, non, mais par contre, moi, vous savez peut-être déjà que moi, pourquoi je stream le lundi, en général, c'est parce que le lundi, je ne travaille pas, je suis à 80%.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai négocié avec ma future boîte, évidemment, de continuer de rester à 80%. Et j'ai été très clair avec eux, c'est aussi, je fais beaucoup de conférences. Vous me voyez partir assez régulièrement en conférences à droite à gauche. Alors j'en fais pas des centaines par an, mais j'en fais quand même quelques-unes. Et donc ça fait partie du deal. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils m'ont trouvé, c'est en me suivant un petit peu sur l'aspect conférence, sur ce que je poste sur les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, donc le fait de streamer, ils savent déjà. Mais par contre, ce sera pas le mercredi après-midi, ce sera normalement le lundi. Voilà. Et alors, donc Émile, tu dis, et d'un point de vue totalement subjectif, FreeBSD est un descendant direct de BSD Unix, lui-même descendant direct de... Bah oui, c'est l'Unix original. Faut rappeler que BSD, c'est la Berkeley Software Distribution, donc qui descend directement d'une copie de l'Unix original. Et vous le savez sans doute, Émile en a déjà parlé, il y a eu les branches AT&T avec System 5, les branches BSD, donc Berkeley, tout ça, bon, ça c'est un petit peu forqué un peu partout à droite et à gauche, mais effectivement FreeBSD fait partie de la grande famille des Unix, des Unices comme on dit, originaux. Et voilà. Alors que Linux, je le rappelle, alors comme je l'ai dit à mes étudiants lundi, Linux ce n'est pas un système d'exploitation. Linux, c'est un noyau de système d'exploitation. Et si on était cohérent avec nous-mêmes, la plupart des distributions Linux, on devrait les appeler GNU Linux, parce que c'est le noyau Linux associé aux outils GNU qui sont là pour réimplémenter les outils Unix historiques. Voilà. Comme d'ailleurs il y a Debian GNU Linux, vous savez que Debian, vous pouvez aussi l'avoir avec le noyau EARD de la Free Software Foundation, donc qui est un micro-noyau qui, on va dire, qui est développé depuis tellement d'années que je pense qu'on ne le verra jamais réellement en prod. Mais vous pouvez avoir une Debian GNU, une Debian EARD, GNU EARD, excusez-moi, une Debian GNU EARD plutôt que d'avoir une Debian GNU Linux. Voilà. Oui, c'est possible, Manon, il est possible, peut-être, je sais pas. Tu confirmes, Émile, si on peut avoir la Debian avec un noyau BSD? En fait, ce serait pas impossible, puisque j'ai envie de dire le système d'exploitation Debian. Ah oui, il y a KFreeBSD, mais oui, tout à fait. Maintenant que tu me le mets là dans le chat, oui, c'est évident. Et en fait, c'est clair que Debian, il y a la partie OS système d'exploitation et sur lequel vient se plugger le noyau. Donc oui, mais il me semble aussi, Émile, que ça a été arrêté il y a un petit moment. Disons que Debian, comme toute association qui se respecte, ils ont des problèmes, des enjeux sur la disponibilité des gens, etc. Et ça demande du travail. Comme la dernière fois dans le stream, quelqu'un me disait, mais pourquoi est-ce qu'on arrête le support de Litanium, par exemple, dans le noyau Linux? Parce que il peut y avoir encore des gens qui ont du matériel Litanium chez eux, etc. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand une architecture devient par exemple, c'était toi Manon, quand une architecture devient obsolète ou quasiment plus utilisée, on perd un peu les compétences et l'énergie qu'il faut pour maintenir tout ça devient finalement contre-productive par rapport au bien commun du projet, au bien global du projet. Donc c'est malheureusement des fois il faut arrêter certaines architectures, ce qui était le cas dans le noyau Linux et chez Debian aussi. Et je pense que ça doit être pareil chez FreeBSD. Il y a peut-être sûrement eu quelques architectures qui ont été abandonnées en cours de route, mais c'est un peu normal. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout maintenir ad vitam aeternam puisque les compétences se perdent et le matériel aussi disparaît. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et donc pour revenir à notre ami FreeBSD, peut-être, je sais pas, on pourrait peut-être essayer de se faire en live une petite install de BSD, non, dans une VM. Qu'est-ce que vous en dites? Hop, si j'affiche ça à l'écran, voilà. Donc là, on peut faire toc. Donc j'étais sur Release Information. Hop, on peut faire le get FreeBSD et aller chercher ici l'installeur qui va bien. Hop, et je vais aller avant toute chose, hop, je ne sais pas appuyer sur le bon, voilà, c'est là. Comme dit Émile, il y a un boulot considérable pour adapter tous les outils au niveau des syscalls, pareil pour le noyau. Après, il faut pouvoir tester le tout sur du vrai matériel, donc il faut penser à toute la chaîne d'intégration continue derrière, les chaînes de tests de non-régression, etc. Donc c'est assez énorme. Donc je vais aller me connecter directement sur un de mes serveurs Proxmox, puis on va se créer une petite VM. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être pas mal ça.
Alors, sur quel nœud je vais me mettre je vais me mettre sur celui-ci, ça me semble plutôt adapté. Zoo. Alors. Ah bah évidemment, si je mets pas le bon mot de passe, ça va pas marcher. Voilà. Toc et toc. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, étudie notamment cette gigantesque daube de système D. Ah bah oui, non, bah alors attends. Ah bah attends. Alors attendez, avant qu'on installe FreeBSD, faut que je vous explique, faut que je vous raconte. Vous savez que hier, j'ai fait un petit tweet. Enfin, c'est surtout Benjamin Code. Qui est youtubeur aussi à 16 heures et donc qui produit très régulièrement donc des vidéos sur YouTube et tout, qui est plutôt pas mal suivi sur Twitter. Je crois qu'il a au moins 30 ou 35 000 abonnés, etc. Et donc il y a quelques temps, il avait sollicité la communauté parce qu'il avait un problème pour différents concours de circonstances. Il avait un serveur sur lequel il n'avait plus accès au SSH, il n'arrivait pas à se loguer dessus, il ne pouvait pas récupérer la main. Enfin bref, c'était un merdier parce que ce serveur était à un moment donné géré par une boîte d'infogérance, il y a eu une bisbille, ils ont perfilé vraiment les clés du serveur, etc. Bah, bref, donc puis il m'a sollicité avant-hier en me disant Olivier, tu m'avais proposé ton aide, est-ce que tu pourrais m'aider? Je dis bah écoute, là ça tombe bien, j'ai un peu de temps, je peux t'aider. Donc on s'est donné rendez-vous hier. Et serveur physique, bare metal, hébergé chez OVH. Donc je lui explique un petit peu, il m'explique son problème. Bah, il me dit bah écoute, le SSH me répond que j'ai pas le droit de me connecter et tout. Je dis bah écoute, c'est probablement que ta clé publique elle est pas dans le /root/.ssh/authorized-key. Donc ce qu'on va faire, on va rebooter en rescue. Et une fois qu'on est en rescue, je vais monter le file system, on va éditer le fichier, puis on va rebooter. Et si tout va bien, s'il n'y a rien d'autre, tout devrait tomber sur ses pattes. Donc voilà, on fait ça, on boot en rescue. Je lui fais faire les manips à distance, comme ça. Je pensais que c'était la partie simple. Donc je vois déjà qu'il y a 2 disques, donc c'est un disque RAID, donc je vérifie avec 4/proc.md que tout va bien. Bon bah écoute, très bien, on monte le file system, /dev md2, on le monte sur /mnt, boum, on va voir que sur /mnt/root.ssh authorized keys, effectivement sa clé publique n'est pas dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la clé publique dedans, on démonte le répertoire, un petit sync, un petit reboot, et hop, qu'est-ce qui se passe? Eh ben rien. Le serveur SSH ne répond pas. Est-ce que vous le croyez ça? C'est-à-dire que 5 minutes avant, on avait fait le test, SSH, son login, etc., arrobase l'adresse IP de son serveur, le serveur disait non, c'est refusé. C'est-à-dire que le serveur SSH tournait. Là, on fait l'opération, on reboot, pas de serveur SSH. Alors, le port ne répond pas. Donc, je fais un scan de port avec Nmap. Effectivement, le port ne répond pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redémarre et tout. On remonte le disque, patati patata, je regarde, je dis ah bah tiens, ouais, c'est bizarre quand même, il y a plusieurs trucs qui vont pas, et puis je vois effectivement ce bâtard de systemd, et ben il y avait des fichiers dans /etc systemd /system, etc. pour le service SSH qui n'était pas là. Donc je ne sais pas si quelqu'un a été un peu malhonnête, il a supprimé les fichiers pour que en cas de reboot, les gens n'aient plus accès à SSH. Et donc histoire de mettre des bâtons dans les roues. Mais ça s'est révélé qu'au final, après, je remets un lien symbolique vers le bon service, et puis ça marchait pas, parce qu'il utilisait aussi cPanel. Le cPanel, il marchait pas non plus. Enfin bref, c'était tout un merdier. Donc au bout du 4e reboot, je trouve le bon lien symbolique pour remettre dans la conf de systemd. Je fais un chroot, alors je monte tous les fichiers en locaux, je fais un chroot directement sur le système de destination, donc à partir du rescue, pour essayer de voir si c'est pas le binaire de SSH qui merde. Donc je réussis à lancer le démon et tout, donc tout va bien. Donc on démonte tout, on reboot, et là, miracle, il a pu se connecter, récupérer, il a en route sur sa machine. Donc voilà. Et donc suite à ça, il m'a remercié donc sur Twitter, et depuis hier soir, mon Twitter c'est un sapin de Noël, parce que comme il est très suivi, évidemment il a dit allez voir le compte d'Olivier, partagez, patati patata. Et alors là, j'ai pris des vagues de follow, je crois que j'en suis à plus de 650 follow en 24 heures supplémentaires, donc c'est un truc de ouf.
Bref, donc c'était pour la petite histoire pour celles et ceux qui voulaient savoir. Bon, c'était pas une opération techniquement très compliquée, mais évidemment, quand on l'a jamais fait, quand il n'y a pas super système, pour le coup, c'est un peu relou. Et là, pour le coup, c'était un problème lié à systemd. Alors, est-ce que c'était une erreur humaine, quelqu'un qui l'a retiré inconsciemment ou sciemment? Je ne sais pas. En tout cas, le fait est, c'est que de toute façon, dans n'importe quel cas, dès que le serveur rebootait, on perdait SSH. Voilà. Pas cool. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on se disait qu'on allait faire une petite install de FreeBSD 14. Allez, on va faire ça. Je vais vous partager mon écran. Alors, j'ai quelques VM là-dessus. Zoo. On va se créer une petite VM. Hein. Hop. Cette VM, on va l'appeler, allez, hop. 2023, parce qu'on est en 2023. VM 2023. Alors, tout ça, on s'en tamponne le coquillard. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Il faut déjà que j'aille télécharger l'image ISO. Ce serait mieux. Hop, hop, image ISO. Je vais télécharger depuis l'URL. Alors, j'ai pas pris ici la bonne image. Voilà. Est-ce que je prends disque 1, DVD 1? Voilà, DVD, ça mange pas de pain. Allez, copier le lien. Zoo. Hop, coller. URL de requête. Allez, le temps que ça télécharge. J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Les serveurs sont un peu lents. Hein. Ça c'est la faute. C'est la faute d'Emile, ça je suis sûr. Il doit être en train de télécharger plein de trucs. Alors, Manuel Valls, Élysée. Ah bah dis donc, si j'ai Manuel Valls qui vient me rendre visite, c'est incroyable. Donc Manuel Valls, tu dis normalement OpenSSH ajoute automatiquement le service à systemd. Ouais, mais en fait ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur dont je parlais, le serveur, c'est un serveur qui est super vieux, qui doit fonctionner depuis au moins une dizaine d'années, et je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulations dessus. Des gens ont dû ajouter, retirer des services, et je soupçonne que quelqu'un... il n'y a aucune raison qu'on retire le service SSH d'une machine. Donc je soupçonne que quelqu'un l'a retiré sciemment. Voilà. Mais uniquement pour emmerder le monde. Mais bon, je peux pas présumer de rien. Donc non, c'est pas la faute de systemd, mais le problème c'est que avant systemd, c'était très simple. Tu allais dans un répertoire, tu remettais le lien ou tu remettais ton fichier de start, ça redémarrait. Sauf que là, en fait, j'avais besoin de 2 liens symboliques. Je pourrais vous dire plus tard lesquels, je les ai plus en tête. Mais un seul lien symbolique n'avait pas suffi. Il fallait remettre un deuxième lien symbolique, donc dans /etc systemd système slash je sais plus quel répertoire je peux vous dire, /etc systemd système, parce que je suis obligé de voir sur ma machine parce que vous savez très bien que je n'ai aucune mémoire. Donc il fallait mettre ça, donc /etc systemd système, donc le lien symbolique vers /lib systemd ssh, etc. Et sur le aussi dans le répertoire multi-user target wants. Voilà, c'était ça. Et normalement, oui, c'est ça. Donc il fallait mettre le lien symbolique dans ces 2 répertoires. Donc je l'ai fait. Oui, mais le enable ne fonctionnait pas. Je pouvais pas faire systemctl enable le service parce que j'étais en mode rescue, et même si tu fais un chroot que tu montes ton disque de destination et que tu fais un chroot dedans, en fait tu vas faire systemctl quelque chose, il va te dire ah bah non, mais vous êtes dans un chroot, systemd n'est pas lancé, donc vous ne pouvez rien faire. Donc là tu es obligé de travailler à la main et de faire tes liens symboliques toi-même dans les bons répertoires qui vont bien. Sinon oui, c'est ce que j'aurais fait. Donc sinon, si ça n'avait pas fonctionné, en fait, j'aurais lancé carrément le système, la machine, c'est-à-dire le disque RAID, je les aurais lancés directement avec une machine virtuelle avec QEMU. Ça, c'est des choses que j'ai déjà faites, et je me serais logué directement dans la machine et j'aurais fait le systemctl, etc. Enfin, j'aurais trouvé le moyen de le faire pour avoir un systemd qui fonctionne. Mais en tout cas, en chroot, tu peux pas faire ça. Voilà. Donc voilà. Et donc les 1067, tu me dis sorti le 14. Oui, effectivement, je le disais tout à l'heure. Donc FreeBSD 14 est sorti. Et ça, c'est cool. Alors, où est-ce que ça en est? Encore 2 petites minutes, le temps que ça télécharge. Bon, j'espère que vous n'allez pas vous endormir. Y en a qui bossent là en ce moment ou qui font semblant? Je ne sais pas. Moi, je prends mon temps aujourd'hui puisque je ne suis pas contraint par le temps.
Et en plus, j'ai pas l'ami Titi Moby qui stream juste derrière comme à mon habitude. Donc Manon, tu fais semblant. Bah écoute, fais bien semblant alors. Et donc Manon, tu disais ce matin donc, que ta compagne allait se lancer dans le stream, c'est cool. Mais nous, on attend aussi que toi, tu te lances dans le stream. Et donc, ce qu'on te partageait sur Twitter ce matin, j'en profite dans les quelques dernières secondes qui restent de téléchargement, c'est ta compagne, comme je le disais, hein, elle peut aller chez Fnac, Darty, etc. Il y a des kits entre guillemets influenceurs avec des ring lights, support de smartphone et tout qui existent, et ça coûte pas très cher. Et ce qu'on te disait aussi, c'est faut pas hésiter à investir dans un bon micro. Et donc celui que j'ai acheté là hier, donc je vous le recommande, hein, 29,99 € au lieu de 99,99 €. Et franchement c'est un très très bon micro, vraiment. Et je suis pas le seul à dire parce que tous les tests, les sites internet qui font des tests sur ces équipements l'ont testé et ils sont unanimes sur le sujet. Donc faut pas hésiter, je pense, à investir un petit peu dans le matos parce que le son c'est super important, vraiment. Quand on équipe des streams ou des vidéos YouTube avec des gens qui utilisent un micro, un mauvais micro cravate ou le micro du smartphone, franchement ça rend pas pareil. Voilà. Alors ça n'a plus l'air de trop télécharger là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça y est, c'est bloqué. Mais que se passe-t-il? C'est fou ça. J'espère que j'ai encore internet quand même. Oui. Bon, c'est bloqué sur le serveur de FreeBSD. Alors, que se passe-t-il? Ah bah, Reader, bah merde. Allez, c'est reparti. Il termine. Ouais, encore un coup d'Emile. Ouais, je suis sûr que c'est lui qui a débranché, la prise BNC au bout. Hein, Emile? Ça te rappelle des souvenirs, le BNC? Je sais pas s'il est encore là d'ailleurs dans le chat. J'ai pas regardé qui est dans le chat. Mais si, il est toujours là. Ah, tu bosses pas pour FreeBSD, mais je sais que tu bosses pas pour FreeBSD, mais on te connaît, tu as le bras long, monsieur. Tu as le bras long. Alors, Manuel Vaz, tu dis, est-ce que j'ai une nomenclature pour mes noms de VM et conteneurs Proxmox? Ouais, ma nomenclature, elle est très simple. C'est CT pour conteneur et VM pour VM. Comme ça, je m'y retrouve. Et après, je mets le numéro de la VM ou du conteneur. Voilà. Et dans ma convention de nommage, sur la plupart de mes serveurs, de mes clusters Proxmox, c'est que souvent, les derniers numéros donnent le dernier chiffre de l'adresse IP dans le réseau sur lequel est bindé la VM ou le conteneur. Donc par exemple, si je prends le CT1001, pour le coup, ben, il va avoir l'adresse 192.168.100.1. Voilà, tout simplement. Et si je prends la VM 2010, elle va avoir pour adresse IP 192.168.128.10. Voilà, c'est aussi simple que ça. Salut RoadKitDev, bienvenue sur ce live. Donc voilà, c'est une convention que j'ai retenue. Ça me permet, parce que moi j'ai un tout petit cerveau, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire, et donc au moins ça me permet de me retrouver assez facilement entre mes adresses IP, mes numéros de VM, etc. Et j'aime pas mettre un nom à la VM. Je préfère que ce soit vraiment le numéro qui s'affiche et à côté un nom assez générique, VM quelque chose. Et depuis que Proxmox propose l'étiquetage, les libellés, vous voyez, je le mets à côté. Je mets souvent le libellé du système d'exploitation et ensuite à quoi sert le conteneur ou la VM. Comme ça, je m'y retrouve. Et après, j'utilise, allez, on y est presque. Et après, j'utilise les notes de la VM ou du conteneur pour saisir des informations complémentaires. Allez, il est presque fini. J'espère que... Ah là, disons, ça aura pris le temps. Et où on était, si je prends par exemple celle-ci, cette VM là, voilà, j'ai ici c'est un Linux Builder. Donc c'est une VM qui me sert uniquement pour builder le noyau Linux, notamment pour préparer les cours que je donne en école d'ingénieur. Et voilà, comme ça,
Et j'utilise ces notes avec voilà, son petit nom, son adresse IP, sa gateway, blablabli, blablabla. Et effectivement, Gizmo, tu disais, tu savais pas qu'on pouvait télécharger une ISO depuis PVE directement. Si, ça fait un sacré nombre de versions qu'on peut le faire et c'est quand même super pratique. Tu mets l'URL de ton image ISO, tu fais query URL, il va déterminer automatiquement le nom de fichier de destination, tu fais download et hop, il download ça en arrière-plan. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va se créer une VM. Alors, on allait dire donc VM 2023. On avait dit 2023. Hop, VM 2023. Alors, on pourra le faire évidemment en ligne de commande hein, avec QM, Create, etc. On va utiliser, aujourd'hui, on est feignant. On va utiliser l'IHM. Alors, FreeBSD 14. On va dire que c'est un OS de type Other. Zoo. Alors, carte graphique par défaut, ça on s'en fout. Donc, Virtaio SSI single. Alors, est-ce que j'utilise pfSense pour le routeur de PVE? Pas du tout. Non, pas du tout. J'utilise des scripts à moi. Faudra que j'en parle un jour, je ferai un live sur le sujet. Des scripts à moi qui mettent en place des règles IPTBus, tout ça, etc. Des règles de routage. Voilà, je pourrais utiliser pfSense, qui d'ailleurs est basé sur du BSD hein, pour le coup. Mais non, je ne l'utilise pas. C'est très rare que j'utilise pfSense, sauf dans des cas un petit peu particuliers. Mais bon, mais c'est un super outil, hein, pfSense, hein, pour le coup. Hop, on va se mettre sur ZFS. On va dire que c'est du Virtaio SSI. Hop, ça on s'en fout. On peut décocher ça. Hop, on va mettre que c'est du SSD. Hop. Virtaio SSI single, blablabla, ça m'a l'air pas mal. Bah, sûrement que je mets des conneries. Hein. Alors, Émile, si tu vois des conneries, surtout tu m'arrêtes. Allez, on va lui mettre 4 cœurs, c'est pour le fun. Ici, je vais mettre hop, un CPU host. Voilà, le Numa, on s'en cogne. Allez, 2048. Je pense que c'est plus qu'il n'en faut. On va mettre 1024. Le réseau. Alors, normalement, si je ne m'abuse, peut-être que vous pouvez me valider dedans. Je crois que les périphériques Virtaio réseau sont déjà supportés dans le noyau de base. Hein. Ouais. Hop, le pare-feu, je peux le retirer. On s'en cogne. Hop, voilà. Allez. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. Je l'ai pas mis sur le bon bridge. Voilà. Et on va mettre sur le VLAN 128. Voilà, j'ai plusieurs VLAN sur cette machine. Et normalement, on devrait être... Alors, ouais, sur net, open... Ouais, c'est ça. Donc, ils sont tous... par défaut, il y a Virtaio. Ouais, je me souvenais que c'était dedans, mais des fois, j'ai toujours un doute. Comme je disais, comme j'ai aucune mémoire. Alors, normalement, donc 1 Go, 4 cœurs, tout le reste, voilà, Virtaio SSI single, on a le CD, enfin le DVD. Alors, le disque dur, il est bon. Hop, écoutez, on va voir si ça marche. Guest start. Allez, c'est parti. Ouais, ça va booter. Ça démarre. Alors, on va faire install, hein. On va pas se faire chier. Alors, si c'est... On va choisir French parce que j'ai un keyboard en French. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Ok. Continue. Alors, un hostname. Alors, on va l'appeler VM 2023. Zoo. Alors ça on s'en... Ok. Donc clip 32. Ouais, on peut mettre le portrait. Hop. Ça m'a l'air bon tout ça. Alors, est-ce qu'on met ZFS ou UFS? On va mettre de l'UFS. Hein. Ici c'est du MBR. Voilà, ça me semble pas mal. Ouais, mais GoRoot sur ZFS, je le fais pas parce que tu sais, j'ai pas mis beaucoup de mémoire vive.
Donc je pense que UFS, ça ira, sera un peu plus performant que... Enfin, peut-être que je raconte de la merde, hein, tu as le droit de me dire. J'ai mis que 1 giga de mémoire, donc je me dis 1 giga pour ZFS, c'est un peu light, quoi. Donc UFS, ça devrait le faire. Voilà, on va committer. Et c'est là que je trouve que c'est assez formidable l'installation de FreeBSD, c'est que c'est extrêmement rapide. Déjà, la plupart des installs de Linux sont rapides, mais alors là pour le coup, FreeBSD c'est quand même vraiment extrêmement rapide. Et puis c'est un peu comme Debian, c'est aussi ça que j'aime bien, pour ça aussi que j'aime les Debian et que j'aime aussi par exemple FreeBSD, c'est que en fait le système, tu as un système en mode texte qui te pose que les quelques questions qui vont bien, c'est straight to the point, ça va, voilà, tu vas à l'essentiel, et après c'est au niveau de ta post-install que tu as à faire ce que tu as à faire, quoi. Donc ouais, clairement ZFS, hein, ça aime la RAM. En fait ZFS, ce qu'il faut rappeler, c'est que ZFS a été conçu par les ingénieurs de Sun Microsystems au milieu des années 2000, et l'objectif, ils sont partis du postulat que les disques à l'époque ça coûtait très cher, et notamment les contrôleurs hardware RAID coûtaient extrêmement cher, et ils se sont dit mais est-ce qu'on n'a pas un moyen de faire un truc, un file system qui propose plein de fonctionnalités, le snapshotting, le streaming des datas, etc. Enfin un certain nombre de choses, mais en plus qui puisse se passer d'un contrôleur RAID hardware, parce que c'est vraiment ce qui coûte cher sur des machines, surtout les machines de l'époque, et notamment les machines fabriquées par Sun, pour le coup. Et en fait, ils sont partis du postulat de dire la RAM, comparativement à l'espace disque, ça coûte pas cher. Et donc, ils se sont dit, plus on a de RAM, mieux c'est, et on va utiliser la RAM le plus possible. Toute la RAM inutilisée de la machine, on va essayer de l'utiliser pour faire des caches en lecture, des caches en écriture, etc. Combinés à tous les systèmes de RAID software, donc RAID 0, RAID 1, Z-RAID, etc., qu'ils ont créé pour l'occasion, ils se sont dit, voilà, ça va permettre d'obtenir des bonnes performances. Donc ZFS, quand vous avez très peu de RAM, ça sert à rien de le mettre. Là, clairement, vous allez avoir des temps d'accès, que ce soit en lecture ou en écriture, qui vont être pourris. Par contre, dès que vous commencez à avoir un peu de RAM, dès que vous avez une machine à 32 Go, 64, 128, 256 Go de RAM, n'hésitez pas, vous pouvez mettre ZFS, et alors là, il va réserver plein de RAM. Mais il va s'adapter. Par défaut, ce que va faire ZFS, il a une watermark où il va utiliser jusqu'à 50% de la RAM disponible. Mais après, il va s'adapter en fonction de l'usage de la machine. Voilà. Alors, on va mettre un mot de passe. Est-ce que je suis dans le... Je sais pas. Hop. Voilà. Alors, on va configurer ça... oui, IPv4, non, pas de DHCP, donc 192.168.128. J'ai dit 23 24. Mince. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Zou. En fait, il faut pas le point. Là, c'est en dessous, il faut mettre le subnet. Je vais y arriver. Voilà, 255. Hop, point 255.0. Alors, bonjour KUO, bienvenue sur le live. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'installer la toute dernière FreeBSD 14, donc qui est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. C'est une news que j'ai publiée d'ailleurs ce matin sur mon compte Twitter et mes comptes de réseaux sociaux. Donc FreeBSD 14, donc, qui est une distribution de type Unix historique, donc qui est une excellente distribution. Il y en a plein ici dans le chat qui pourront t'en parler pendant des heures, et notamment l'ami EmilNB, que je te conseille d'aller voir sur ses lives Twitch, qui est un grand fan et un grand utilisateur, un grand maître FreeBSD. Et donc on est en train d'installer la toute dernière FreeBSD 14 dans une machine virtuelle sous Proxmox VE. Voilà, histoire de tester que tout se passe bien. Et comme ça, les gens qui veulent faire le grand saut pourront reproduire ça chez eux sur un VirtualBox ou autre système de virtualisation. Voilà. Alors, mon routeur 192.168.128.254. Voilà. Comme ça, vous savez tout de mon adressage réseau. Hop. Et on y va. Non, pas d'IPv6. pve.home.arpa. Voilà. Ici, on va mettre. Alors, je vais mettre 192.168.100.1. Et ça ira très bien. Zou.
n'a pas de mémoire comme toi. Alors, on est en Europe, on va chercher la France. Voilà. Bah écoute, CET, ça me semble plutôt pas mal. Voilà. Le Secure Shell Daemon, c'est bien. Bon, tout ça, je pense qu'en termes de service, on est pas mal. Le NTP, on s'en branle pour l'exemple. Hop, l'hardening, pour l'instant, on s'en cogne. Allez, on va ajouter un utilisateur. Allez, sysadmin. Système. Administrator. Voilà. Non. Le shell SH. Voilà, ça me semble bien. Ouais. Yes. No. No. Alors. Lockout, non. Alors, ça me semble bien. Yes. Non, il n'y a pas besoin d'autres utilisateurs. Et voilà. Bah, je pense qu'on a fait le taf. On peut redémarrer. Et on va... Voilà. Reboot. Et ça devrait le faire. Voilà, aujourd'hui, comme je te disais, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, c'est le live totalement improvisé. Hein. Pour le coup, j'avais rien préparé, je l'ai fait totalement à l'arrache, un peu sur un coup de tête. Mais voilà, on se fait plaisir, on est là entre nous, on passe un petit bout d'après-midi ensemble. Voilà, et je m'étais dit, comme ça, ce sera l'occasion de pouvoir installer FreeBSD 14 qui a déjà booté. Donc c'est un peu comme lorsque vous installez une Debian minimale, hein. Une Debian sans interface graphique, sans rien, vous bootez en 3 secondes, c'est déjà booté. Et ça, c'est quand même super top. Comparé à d'autres OS dont je ne citerai pas le nom, voire même d'autres systèmes distribution Linux dont je ne citerai pas le nom non plus. Hop. Et voilà, on est logué. Il a même, je suis même en clavier français et tout. Ça c'est cool. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le réseau ? Bah oui, on va le faire. Ah, il y a même le réseau et tout. Et franchement, ça marche out of the box. Ça cache quelque chose quand même. Hein. À mon avis, il y a une énorme merde quelque part. Non, je plaisante. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, maintenant, on a une petite FreeBSD installée. Nickel, tranquillou fifou. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, je sais que ça doit faire plaisir à quelques personnes dans le chat. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire installer KDE dessus, mais tu es fou. KDE, mais jamais de la vie. Non, qu'est-ce qu'on pourrait installer dessus ? On pourrait installer, j'en sais rien. Est-ce qu'on pourrait installer un serveur web ? Est-ce qu'on peut installer Apache ? Donc, non, Nginx, franchement, Nginx, c'est pour les... Moi, j'utilise pas trop Nginx, hein, oui, non, je sais pas. Alors pour le QEMU Guest Agent, oui, bah alors je crois qu'il est porté, me semble-t-il. Tu confirmes, Émile, mais je crois que le QEMU Guest Agent, il doit être porté, mais alors faut juste trouver son petit nom hein, quelque part. Ça doit être. Bah déjà, on va faire PKG. Mince, je suis pas dans le bon terminal. Alors, Apache 2.4. Ouais, PKG Search, mais je préfère te demander parce que ça va plus vite. QEMU Guest. Voilà, il est là. Allez, PKG, installe. QEMU Guest Agent. Yes. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Alors, ouais, je pense... Bah, Apache, en vrai, hein, il y en a plein qui disent « Ouais, Nginx, c'est vachement mieux. Apache, c'est de la bouse parce que c'est vieux, blablabla. Mais en fait, moi, j'utilise Apache partout. Il n'y a que de très, très, très rares cas où j'utilise Nginx, mais vraiment pour des besoins ultra particuliers. Bah, tu vois, les Minx, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi sur l'aspect sécurité. Je sais pas s'il part vraiment avec un avantage. Mais bon, c'est...
Après, c'est toujours difficile de vraiment départager. Je préfère le départager sur les usages, etc. Il y a une chose pour laquelle c'est sûr, Nginx est plus performant sur beaucoup d'aspects. Sur l'aspect perf pur, de ce que je constate, il est plus performant, mais voilà, je suis moins fan. Je trouve que Nginx est moins complet en termes de modules, d'extensions, etc. que Apache, pour le coup. Voilà. Mais bon après, par contre, il y a une chose de sûre, c'est que vous ne me verrez jamais utiliser ni Apache, ni Nginx pour faire un reverse proxy. Les gens qui utilisent un serveur web pour faire un reverse proxy, vous pouvez les griller en enfer. On utilise un vrai reverse proxy. Pourquoi ? Parce que de mon point de vue, c'est mélanger un peu les torchons et les serviettes. C'est pas le même usage. Mais je trouve que Nginx ou même Apache, ils ont des modules de reverse proxy qui fonctionnent, mais qui sont extrêmement limités et qui ne sont pas aussi performants qu'un HAProxy, par exemple. Franchement, HAProxy, pour moi, c'est le top du top. Alors, il a quelques limitations sur des aspects, par exemple, à intégrer dans Kubernetes, etc., pour recharger la conf à la volée. Enfin, bon, il y a des petits... je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a des petits trucs qui peuvent retenir. Mais pour le coup, en termes de perf, en termes de configuration, salut Ben Prieur, merci beaucoup de ton passage. HAProxy, ça marche avec tout, les mix. Ça marche, les WebSockets, tu peux faire des proxys TCP, tu peux tout faire, tu peux même faire transiter du SSH dans du SSL, enfin il y a plein de trucs. HAProxy, c'est vraiment pour moi, c'est le summum du top of the best des reverse proxy, et en termes de perf, il éclate tout, mais à plat de couture partout, vraiment. Pour moi, HAProxy, c'est le top. Et la conf, elle est franchement, la documentation est très bien faite, et la conf, elle est très expressive. Et franchement, gérer ces certificats avec HAProxy, les front-end, les back-end, si vous voulez mettre en place des proxys TCP pour vos bases de données, etc., franchement, trafic, il est bien, trafic, il marche bien, et très intégré d'ailleurs à l'environnement K8, mais en termes de perf, trafic, mais il se traîne sévèrement. Franchement, ça le fait pas, quoi. Franchement, de mon point de vue, HAProxy, c'est le top. Moi, j'utilise partout. Là, vous voyez d'ailleurs, j'ai ici la gateway, là, c'est du HAProxy. Voilà, très clairement, moi j'utilise partout, et franchement, c'est facile à déployer. Prenez une Debian par exemple, vous installez une Debian minimale, vous faites apt install ou apt get install HAProxy, vous allez éditer votre fichier /etc HAProxy.conf, et franchement, et c'est parti, quoi. Ça marche tout seul. Et derrière, en termes d'utilisation mémoire, de performance pure et tout, ça éclate tout. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, donc là, j'ai installé QEMU Guest Agent. Alors, est-ce qu'il le voit, agent invité non configuré? Alors, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Peut-être que je reboot. Ah non, service, il me l'a mis en plus. Service QEMU. Qu'est-ce que j'ai fait? Guest Agent. Faut peut-être que je le démarre, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, cannot start, set QEMU, ah oui, d'accord, il faut que je mette vi /etc/rc.d rc.conf, pardon. Hop, et il faut que je mette, qu'est-ce qu'il nous dit? QEMU guest agent enable to yes. QEMU. Donc, QEMU guest agent enabled égale yes. En majuscule. J'ai fait une connerie. QEMU guest agent. QEMU guest agent. Dites-moi si j'ai fait une faute de frappe quelque part. Ah oui, bah c'est ça, j'ai bien fait une faute de frappe. J'ai mis enabled. Ça, c'est les trucs qui sont codés dans les doigts. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Voilà. Merci. Alors, peut-être qu'il va le voir, j'en sais rien. Des fois, il met un peu de temps pour voir le guest agent. Tiens, hop. Moi, je suis un fou, moi.
Allez, tiens, on va rebooter. On va voir s'il retombe sur ses pieds. Donc, bah voilà, donc on s'est fait la petite install qui va bien de FreeBSD. Ah oui, je disais installer Apache. Alors on va installer Apache juste pour le fun. Mais ah, t'es en galère, Émile? Bon bah écoute, bon courage, bon courage. De toute façon, j'ai bientôt fini. Je vais pas tenir tout l'après-midi là-dessus, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu passes dans le live. Vraiment, vraiment. Je te fais plein de bisous, Émile. J'espère que tu vas t'en sortir avec tes galères au taf. Hop, route. Alors. Voilà. Alors, est-ce que le QEMU Guest Engine, il fonctionne? Ah bah oui, mais effectivement, oui. Je sais plus qui. Je l'ai pas activé. Quel bolos. Voilà, ça a mieux marché. Hop, on va faire... Hop, shut down. Power off. Ah zut. Ah ça c'est le... Ça c'est chiant. J'ai fermé. Rouler à l'onglet fermé. Voilà. Ça c'est quand on fait CTRL W. Ah purée de purée de purée. Alors attendez, je vais entrer mon mot de passe ici. Hop. Shutdown, donc on va dire power off ou shutdown-h now, shutdown-h now. Voilà. Windows Server démarre aussi vite que FreeBSD. Ah, ça, mais quel troll, quel troll. C'est pas ça que je voulais faire. Tac. Hop, on va faire stopper. Donc normalement j'ai mis l'option QEMU Guest Agent, oui il est activé, donc là on peut redémarrer. Voilà. Et là normalement il devrait mieux voir le QEMU Guest Agent tourner. Ah, qu'est-ce que ça boude vite, c'est fou. Ah bah voilà, là on voit bien. Donc il a récupéré son adresse IP, tout ça. Donc c'est parfait. Muy bien. Bah, donc on s'est dit qu'on allait installer un serveur Apache. Donc pkg install Apache 2.4 me semble-t-il. Mais oui, c'est bon ça. Donc si vous êtes habitué sous des Debian ou dérivés, vous utilisez apt ou apt-get. Donc sous FreeBSD, vous allez utiliser l'utilitaire pkg, donc qui est le point d'entrée pour tout ce qui est gestion de package sur votre système. Donc read the fucking manual, comme on dit. Donc man pkg, et vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et j'aimerais faire une petite mention spéciale à ce monsieur ici, donc qu'on voit ici, Baptiste Daroussin, Bapt at FreeBSD. Baptiste Daroussin est l'auteur de pkgng, donc dans l'environnement de FreeBSD aussi. C'est un contributeur depuis des années sur le projet FreeBSD. Quelqu'un qui est vraiment extrêmement brillant et qui est très doué et extrêmement sympathique. Donc mention spéciale à Baptiste, d'autant plus que, pourquoi je parle de lui aussi, c'est parce qu'on a bossé ensemble pendant quelques années. On a bossé ensemble dans la même boîte. Enfin, moi j'étais prestataire dans la boîte où lui il travaillait, et donc on s'est rencontrés dans cette boîte-là et on s'est plutôt pas mal entendu, et c'était un environnement assez sympa. Et donc Baptiste, si un jour tu vois ce live, je te fais des bisous. Et voilà, donc mention spéciale à Baptiste et membre du GCU Squad. Bah oui, évidemment, Émile, évidemment. Ah, tu savais, Émile, qu'on se connaissait, Baptiste et moi? Peut-être pas. Donc on a bossé ensemble quelques années, entre 2012 et 2016, je crois, quelque chose comme ça. Ça doit être un truc dans le genre. Voilà. Donc ah ouais, bah effectivement, on se connaît, on a bossé ensemble dans le même environnement, et puis chacun a taillé sa route depuis, on se recroise de temps à autre. Voilà. Donc mention spéciale à ce monsieur. Voilà.
Et j'ai installé Apache déjà, je crois. Hop. Donc, toc. Zoo. Notre ami Apache, est-ce qu'il est activé? Certainement pas. Donc il faut peut-être l'activer. C'est pas système. Ça y est, j'ai un trou. Pour activer le service, pour lancer le service. C'est fou, hein. Je l'ai fait il y a 5 minutes, mais c'est tellement codé dans mes doigts la mémoire musculaire sous Linux, c'est que je n'y arrive pas. Service, voilà. Donc, service, start. Page 2.4, je crois. Non, alors ls/etc/rc.d. Hop. C'est peut-être HTTPD, tu me diras. Alors, il faut m'aider là, il faut m'aider. J'ai tapé pas à page 2, c'est ça? Non, mais je crois que c'est à page 2, je sais plus. ETC local déjà. Hop. etc/rc.d. Zoo. Alors. Je l'ai installé ou quoi? Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Ouais, il est déjà installé. Donc le service HTTP. Alors. Moi, je ne suis pas souvent sous FreeBSD, hein, je vous le dis. Donc, je redécouvre très souvent des choses sur ce système. Voilà. Donc, une petite aide. Alors, attendez, je vais regarder ça là. Hop. Zoo. On va regarder la fucking doc. Alors. C'est à page 2.4. Service, à page 2.4. Start. Je suis fou, quoi. Service. À page... Ah, c'est à page 2. Quel bolos. 4. Start. Voilà. J'ai juste inversé les... Oh là. C'est terrible, hein. C'est terrible. Donc, on va aller... Quand tu arrives d'une Debian, ça semble tellement obscur. BSD. Non, c'est pas si obscur. En fait, le problème, c'est que comme je disais, il y a beaucoup de... ouais, t'as raison, merci Émile. Comme il y a beaucoup de commandes qui vont se ressembler, mais des fois, là, par exemple, service à page 2.4 start. Moi, tout à l'heure, je faisais service start à page 2.4 parce que dans certains environnements, c'est juste inversé. Mais on va retrouver à peu près les mêmes choses. Mais comme je le disais, c'est un peu la mémoire musculaire. Quand on est habitué à certains systèmes, bah, en fait, on fait les choses un petit peu sans réfléchir. Et quand on arrive sur un système sur lequel on a moins l'habitude, bah, en fait, c'est un peu relou parce qu'on essaie de retrouver ses marques. On est plus obligé de réfléchir et les doigts ils codent plus vite que ce qu'on fait. Voilà. Autant que quand tu switches de distro, en fait, ouais, je suis complètement d'accord. Hein, tu switches de distro, par exemple, si tu es habitué à des systèmes d'hérité de Debian et que tu passes sur des systèmes type Red Hat, tu passes de APT à Yum, c'est pareil. Il y a des trucs, ça marche presque pareil, mais pas tout à fait. Donc bon, c'est juste histoire de retrouver ses marques. Donc service, on a dit Apache 2.4 et pas enable Apache 2.4. Voilà, enable. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un VI. Service. Voilà. Page 2.4. Start. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah écoute, ça m'a l'air... Ah, il est déjà en train de tourner. Voilà. Bon, bah voilà, on a un Apache qui tourne là pour le coup. Alors, si j'allais... Si j'allais... Hop, parce que là, je suis plutôt... Tiens, je vais me mettre là. Curl. 192.168.128.
3. Et bah voilà, it works. Voilà, donc je curl et donc on a le serveur Apache qui nous répond qu'il works. Donc c'est cool. C'est cool. Bon bah voilà. Bah écoutez, c'était plutôt pas mal là ce petit live improvisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, je suis désolé, je retâtonne parce que j'utilise pas FreeBSD tous les jours, donc il y a des trucs sur lesquels, comme je disais, ça, j'ai pas encore toujours la mémoire musculaire pour FreeBSD, mais on retrouve ces marques, hein, vous avez vu. Celles et ceux qui veulent essayer chez eux, vous voyez, c'est très simple. Créez-vous une machine virtuelle, prenez l'ISO, et vous avez vu, hein, l'install, elle se fait vraiment super facilement. Vous bootez sur l'ISO, vous répondez à quelques questions. C'est vraiment très simple. Et après, RTFM, hein, j'ai envie de dire, sachant que la doc de FreeBSD est quand même extrêmement bien faite, vraiment. Si vous allez sur le handbook, je vais vous mettre le handbook à l'écran. Clic ici, voilà. Vous avez le handbook qui est disponible, je le mettrai sur le replay. C'est comme tout, hein, soit vous demandez à des gens qui connaissent autour de vous, soit allez lire la doc. La doc est extrêmement bien faite. C'est un peu comme la doc d'une Debian où tout est expliqué étape par étape, et puis vous avez pour chaque logiciel utilisé un peu souvent, par exemple, vous pouvez faire directement, vous pouvez googler, hein, Apache pour FreeBSD, etc. Vous allez avoir toute la doc qui va vous mettre les pointeurs vers toute la doc pour configurer votre serveur, activer les modules, etc. Donc c'est plutôt... franchement, c'est bien foutu. Il faut juste, comme d'habitude, prendre le temps de lire. Voilà. Anne-Vu, tu dis sérieux, est-ce qu'on peut dev sur FreeBSD? XFCE est dispo, ça me convient. XFCE est dispo, ça me convient comme DE. Bien sûr que tu peux coder. C'est juste que... En fait, c'est là où tu vas te retrouver, c'est pas Emile, hein, qui va dire le contraire, hein. C'est que tu vas te retrouver juste avec certains outils qui sont utilisés partout. Par exemple, si tu utilises Docker partout au travail, tu l'auras pas sous FreeBSD, quoi. Ouais, mais bon, j'ai envie de te dire, tu peux coder, tu peux avoir, tu as GNOME de disponible, XFCE et autres, etc. Et donc, tu vas avoir tous tes outils que tu vas retrouver, tes compilateurs, différents outils, mais voilà. Mais effectivement, bonjour Maître Tofu, tu arrives, tu as vu apéro et tu as cliqué. Ouais, normalement, je fais ça plutôt le midi et jamais l'après-midi, mais j'ai laissé apéro, comme ça, tu vois, ça a attiré le chaland. Voilà. Donc Maître Tofu, ouais, tu auras Jail et le ZFS, évidemment. Mais voilà, donc il n'y a pas de souci, Anne-Vu, tu peux très bien coder sous FreeBSD. Moi, très régulièrement, en fait, je ne vais pas vous mentir, j'utilise pas beaucoup FreeBSD très régulièrement, mais souvent, c'est quand je vais vérifier que ce que j'écris en C ou en C++ est relativement POSIX et compile sur des systèmes de type Unix, je lance un FreeBSD et je lance ma compilation. Donc comme moi, j'utilise beaucoup les AutoTools. Donc je fais configure, make install, et je vois que ça compile. Et si je vois qu'il y a une petite différence parce que j'ai utilisé une fonctionnalité qui n'existe que sous Linux ou qui a une typologie particulière, etc., ça me permet de faire les petites corrections qui s'imposent ou de mettre la compilation conditionnelle qui va bien. Voilà. Donc, mais bon, moi je suis pas un exemple sur tout ce qui est desktop environnement, parce que moi j'utilise Mate sur ma Linux Mint, et moi j'ai un usage très très light des environnements de bureau, parce que les seules choses que j'ouvre, c'est essentiellement des terminaux, mon navigateur web et les terminaux. C'est tout ce que j'utilise. Le reste, vous voyez, j'utilise VI, j'utilise Vim pour coder. J'ai pas un usage très poussé en termes d'outillage. Voilà. Mais bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était pas mal ce petit live. Moi, je suis très 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 content qu'il y ait eu tout ce monde qui est arrivé. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde en faisant ça en plein milieu de l'après-midi. Moi, ça m'a fait plaisir de vous voir et de discuter, de papoter avec vous pendant que certains et certaines travaillent en arrière-plan. J'espère que ça vous aura donné envie, pour ceux qui ne connaissaient pas FreeBSD, donc d'aller tenter l'expérience et de découvrir le système. Vous pouvez le virtualiser assez facilement, vous voyez. Et donc, Maître Tofu, c'est un écran d'Amstrad, absolument. Un CTM 644, le moniteur couleur de l'Amstrad CPC 6128, puisque je suis grand fan de l'Amstrad. Ça a été une de mes machines. J'ai commencé par ZX81 et ensuite l'Amstrad CPC. Et j'ai écrit un émulateur d'Amstrad qui s'appelle XCPC. Et donc, l'Amstrad reste cher à mon cœur. Voilà, c'est une machine pour laquelle j'ai une belle affection.
Voilà. Voilà, bah, je vais vous laisser, je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Alors il n'y aura pas de live lundi parce que là je me prends un petit week-end avec madame et donc il n'y aura pas de live lundi, mais je verrai, je sais pas quand, peut-être d'ici à la fin de la semaine, peut-être on va se faire un petit live soit demain, soit après-demain. On verra selon l'actualité, selon l'envie. Peut-être un live à l'arrache comme ça en plein milieu de l'après-midi, voilà, si ça vous tente. Comme ça compensera le fait qu'il n'y aura pas de live lundi. Et puis mardi, je démarre mon nouveau taf. Donc la semaine prochaine, je risque d'être un petit peu pris. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine alors. Allez, ciao, ciao, ciao.